À la soirée de ma femme, son collègue s'est moqué de moi devant tout le monde. Les invités ont souri. J'ai souri en retour. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà tout ce qu'il fallait pour réduire son monde en cendres, et je n'étais pas pressé d'allumer l'allumette. Je m'appelle Guillaume Laurent. J'ai 43 ans et je dirige une agence de production audiovisuelle de taille moyenne à Lyon. Podcast, captation d'événements en direct, storytelling de marque. Nous avons bâti quelque chose de solide au cours de la dernière décennie. Le genre d'entreprise qui ne fait pas la une des journaux, mais qui fait bouillir la marmite pour 22 employés et leurs familles. J'en suis fier. J'ai épousé Camille quand j'avais 31 ans. Elle en avait 27, vive, ambitieuse, le genre de femme qui entrait dans une pièce et en comprenait immédiatement la géométrie. Nous avons eu 2 enfants, Lucas, aujourd'hui 13 ans, tout en grands bras maladroits et en intensité silencieuse, et Chloé, 9 ans, la personne la plus bruyante de n'importe quel bâtiment où elle met les pieds. Pendant 12 ans, j'ai cru que nous formions une équipe. J'avais tort. La nuit où tout a volé en éclats, et je ne parle pas métaphoriquement, je veux dire la nuit où les fondations ont littéralement bougé sous mes pieds, s'est déroulée lors de la soirée réseau de l'entreprise de Camille, sur un rooftop du quartier de la Confluence. Son employeur, une agence de conseil en images de taille moyenne appelée Arclight Creative, organisait ses événements trimestriels. Des clients, des partenaires, le personnel, et les conjoints. La foule habituelle est triée sur le volet de gens qui font semblant de s'apprécier tout en chassant leur prochaine opportunité. J'avais déjà assisté à 4 de ces soirées. Elles étaient tolérables si l'on trouvait le bon coin et que l'on sirotait un verre correct. Ce soir-là, je n'ai trouvé ni l'un ni l'autre. Je suis arrivé en retard. Un événement en direct avait débordé à l'autre bout de la ville, et j'ai roulé directement jusqu'au rooftop. Camille était déjà au milieu de la pièce, riant avec un groupe près du bar. Elle était superbe. Elle était toujours superbe dans ce genre de situation, comme si elle réservait pour le public une version d'elle-même que je voyais rarement à la maison ces derniers temps. J'ai pris un verre, desserré ma cravate et commencé à me diriger vers elle. C'est là que je l'ai vue pour la première fois. Maxime Beaumont, 45 ans, les épaules larges, le genre d'homme qui porte la confiance en lui comme on porte une veste de tailleur sur mesure. Il se tenait près de Camille, plus près qu'un collègue n'a le droit de l'être, et sa main reposait sur le bar à quelques centimètres de la sienne. Ils ne se touchaient pas, ils étaient juste proches. La façon dont se tient un homme qui a déjà pris une décision, mais qui fait encore semblant que tout est à faire. Camille nous a présenté sans perdre le fil. Guillaume, je te présente Maxime. Il est consultant pour notre équipe sur le compte Arlo. Maxime a tendu la main et m'a regardé comme un homme regarde un dos d'âne. Quelque chose à noter, puis à dépasser. J'ai beaucoup entendu parler de vous, a-t-il dit, sa poignée de main juste un peu trop ferme. Le mec des podcasts, c'est ça? J'ai souri. Entre autres choses. Il a penché la tête et jeté un coup d'œil autour de la pièce avec l'arrogance désinvolte de quelqu'un qui n'a jamais douté une seule seconde d'être le bienvenu. Ça doit être un bon filon. Peu de frais fixes, de grosses marges, si on sait s'y prendre. Il a fait une pause, puis a ajouté avec un petit sourire en coin directement adressé aux personnes qui se tenaient à proximité, bien que je suppose que cela dépende de si quelqu'un écoute vraiment. Le groupe autour de nous est resté silencieux pendant exactement une seconde. Puis quelqu'un a ri. Un rire court, poli, inconfortable, et quelques autres ont détourné le regard. Le sourire de Camille n'a pas vacillé, mais ses yeux ont glissé sur le côté pendant une fraction de seconde. Je l'ai remarqué. Je suis resté là, tenant mon verre, regardant les invités cacher leurs réactions derrière des gorgées et des regards en biais, et j'ai compris exactement ce qui venait de se passer. Il l'avait fait délibérément, devant ses collègues, ses clients, son monde. Il m'avait lancé une pique juste pour voir comment j'allais atterrir. J'ai posé mon verre lentement et je l'ai regardé. Vous avez raison, ai-je dit d'un ton égal et sans précipitation. Cela dépend effectivement de si quelqu'un écoute. Heureusement pour moi, c'est le cas. Il a soutenu mon regard un instant. Puis il a souri, plus largement cette fois, comme s'il avait obtenu ce qu'il était venu chercher, et s'est retourné vers le groupe. Je ne lui ai pas dit un mot de plus de la soirée. Je n'en avais pas besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était de réfléchir, parce que la façon dont Camille ne m'avait pas défendu, n'avait même pas scié, m'était restée en travers de la gorge comme une écharde. Sur le chemin du retour, Chloé a appelé de chez sa grand-mère pour demander si nous avions pensé à enregistrer ses dessins animés du samedi matin sur la box.
J'ai dit oui, même si je ne l'avais pas fait. Lucas dormait déjà quand nous sommes rentrés. Camille est allée dans la salle de bain, et je me suis assis au bord du lit dans le noir, toujours avec ma veste. L'écharde était devenue une question, et ce genre de question ne vous laisse pas dormir. J'ai laissé passer 3 jours avant de faire quoi que ce soit. 3 jours à observer, écouter, garder un visage neutre pendant que mon esprit tournait à plein régime. Camille n'a rien remarqué. Cela m'a aussi appris quelque chose. Le 4e jour, j'ai engagé un détective privé. Il s'appelait René Valette, la cinquantaine bien tassée, ancien de la police judiciaire de Lyon. Le genre d'homme qui avait l'air d'avoir tout vu 2 fois et qui avait cessé d'être surpris dès la première. Un collègue avait fait appel à lui pour un litige commercial 2 ans plus tôt et s'était porté garant de lui sans hésitation. J'ai appelé René un mardi matin depuis ma voiture garée devant le bureau et je lui ai dit que j'avais besoin d'une surveillance discrète sur un individu lié à ma femme. Il m'a posé 2 questions, combien de temps je voulais que dure la filature, et si je voulais des photos ou un dossier complet. J'ai répondu un dossier complet. Il a dit qu'il commencerait jeudi. J'ai senti quelque chose basculer en moi après cet appel. Pas du soulagement, plutôt comme l'instant qui précède un orage, quand la pression atmosphérique change et que l'on sait ce qui arrive même si l'on ne peut pas encore le voir. Jeudi a passé. Vendredi aussi. René m'a envoyé un message de mise au point le samedi après-midi, bonnes avancées. On se parle lundi. Le lundi matin, j'étais dans son bureau, quai Saint-Antoine, dès 8h30. René a posé un dossier sur le bureau entre nous, l'a ouvert et en a glissé 3 photos imprimées sans cérémonie. Maxime Beaumont et Camille. Un café de la Presqu'île, mardi après-midi. Elle m'avait dit qu'elle avait un déjeuner client en centre-ville. Un parking souterrain de la Pardieu, jeudi soir. Elle m'avait dit qu'elle finissait tard au bureau. Et la 3e photo, celle qui a fermé la porte à tous les doutes qui me restaient, eux deux au bar d'un hôtel de luxe le vendredi soir. Pendant que j'étais à la maison en train d'aider Chloé avec son exposé sur le cycle de Léo. Je suis resté assis devant ces photos pendant un long moment. René ne m'a pas pressé. Depuis combien de temps connaissez-vous ce type, a-t-il finalement demandé. Je l'ai rencontré il y a 10 jours, ai-je dit. Il travaille avec son agence. René a hoché lentement la tête. Il a été prudent. La plupart du temps. Mais pas assez prudent. Il a tapoté le dossier. Il y a autre chose là-dedans. Des historiques téléphoniques, des éléments financiers que vous pourriez trouver intéressants. J'ai levé les yeux. Financier ? René s'est adossé à son siège. Votre femme a effectué plusieurs virements ces 4 derniers mois depuis votre compte joint. De petits montants. 800 € par-ci, 1000 € par-là. En règlement de facture de conseil. Le prestataire indiqué est MB Consulting. Je l'ai fixé. MB, ai-je dit. Maxime Beaumont, a confirmé René, et son expression n'a pas changé d'un iota. Je suis retourné au bureau avec le dossier sur le siège passager et la mâchoire si serrée qu'elle-même faisait mal. Elle ne se contentait pas de coucher avec lui. Elle le finançait. Avec notre argent. La colère qui est montée n'était pas brûlante. Elle était froide et d'une clarté absolue. L'après-midi même, j'ai appelé mon avocat, maître Bernard Delorme. Bernard avait 61 ans, il était méthodique et avait géré 2 de mes contrats commerciaux ainsi qu'un litige sur une marque au fil des ans. Ce n'était pas un avocat spécialisé en droit de la famille, mais il connaissait tout ce qu'il était. Dans l'heure, il m'avait orienté vers une consoeur spécialisée dans la protection du patrimoine et les procédures de divorce. Et en fin de journée, j'avais un rendez-vous pour le mercredi. Mais avant le mercredi, il s'est passé quelque chose qui a changé la forme de tout le reste. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai trouvé Chloé assise à la table de la cuisine en train de faire ses devoirs, et Lucas affalé sur le canapé avec son casque sur les oreilles. Assez normal. Ce qui n'était pas normal, c'était la voix que j'ai entendue provenir du bureau de Camille au bout du couloir. Basse, détendue, indéniablement masculine. Je me suis avancé jusqu'à l'embrasure de la porte. Camille était en appel vidéo, ordinateur portable ouvert, tournant à moitié le dos à la porte. Sur l'écran, Maxime Beaumont dans ce qui ressemblait à un bureau à domicile, détendu et souriant. Elle m'a senti avant de m'entendre. Ses épaules se sont raidies. Je te rappelle, a-t-elle dit à l'écran, et elle a fermé l'ordinateur portable d'un seul geste. Elle a pivoté sur sa chaise et m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant.
Pas vraiment de la culpabilité. Plutôt du calcul. Elle avait déjà 3 coups d'avance et décidé lequel jouer. Appel pro, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé l'ordinateur fermé, puis je l'ai regardé. On dîne dans 20 minutes, ai-je dit, et j'ai fait demi-tour dans le couloir. Je me suis assis à la table et j'ai aidé Chloé avec ses tables de multiplication pendant que le minuteur de la cuisine tournait, et mon esprit a passé en revue toutes les conversations que je devais avoir dans les 30 prochains jours. Pas avec Camille. Pas encore. Avec des avocats, avec mon comptable, avec René Valette que je comptais appeler à la première heure demain matin. Parce que Maxime Beaumont était sur le point de découvrir que me regarder comme un dos d'âne était l'erreur la plus coûteuse de sa vie. Maître Bernard Delorme m'a appelé le mardi matin avant même que j'aie préparé mon café. Guillaume, il faut que vous passiez me voir aujourd'hui. Pas mercredi. Aujourd'hui. J'étais à son cabinet de la rue de la République à 10 heures. Bernard était déjà debout quand je suis entré, ce qui était inhabituel. Il m'a fait signe de m'asseoir sur la chaise en face de son bureau et a fermé la porte lui-même au lieu de demander à son assistante de le faire. René Valette m'a appelé hier soir, a-t-il dit en s'installant dans son fauteuil et en croisant les mains sur le bureau. Il voulait vous prévenir par mon intermédiaire plutôt que directement. Courtoisie professionnelle, a-t-il précisé. J'ai attendu. Bernard a expiré lentement. René a reçu un appel il y a 4 jours de l'avocat personnel de Maxime Beaumont. Ils essayaient de savoir si quelqu'un l'avait engagé pour une enquête de mœurs. Ils ne vous ont pas nommé spécifiquement, mais René dit que le timing et la description qu'ils ont utilisés étaient suffisamment proches pour qu'il le signale. Beaumont sait que quelqu'un l'observe. Il sème doute, a corrigé Bernard. Il y a une nuance. Mais ça veut dire qu'il a été assez prudent pour remarquer quelque chose, ou que quelqu'un l'a prévenu. Il a fait une pause. René est convaincu que ses méthodes étaient irréprochables, mais il ne peut pas exclure que Camille ait remarqué un changement de comportement chez vous et lui ait dit quelque chose. J'ai repensé à l'appel vidéo sur lequel j'étais tombé. Camille fermant son ordinateur portable. L'expression sur son visage. Pas de la culpabilité, mais du calcul. Elle lui a dit quelque chose, ai-je dit sèchement. Bernard a hoché la tête une fois. La recommandation de René est de suspendre immédiatement la surveillance active et de passer uniquement à la collecte de documents. Plus de filature physique. On se concentre sur les relevés financiers, les réquisitions sur les communications et tout ce à quoi vous avez légalement accès via les comptes joints. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé le plafond un instant. Puis j'ai regardé Bernard. Très bien. Dites à René de se retirer, mais je veux que tout ce qu'il a soit documenté et sauvegardé aujourd'hui. C'est déjà fait, a dit Bernard. Il y a encore une chose. Il a ouvert un dossier et l'a tourné vers moi. René a repéré quelque chose avant de se retirer. MB Consulting. Le prestataire que Camille paie? René a fait une recherche au registre du commerce. L'entreprise a été immatriculée il y a 8 mois. C'est une SASU. Le président est un homme nommé Damien Beaumont. Bernard a tapoté la page. Le petit frère de Maxime. J'ai fixé l'extrait KBIS. L'adresse indiquée était une boîte postale dans un centre de domiciliation à Gerland. C'est une société écran, ai-je dit. Presque certainement, a répondu Bernard. Ce qui signifie que ces virements ne sont pas des honoraires de conseil. Ce sont des paiements personnels détournés via une fausse entité commerciale. Ce n'est plus un problème conjugal, Guillaume. Ça peut relever de l'abus de confiance ou de la fraude financière. J'ai reconduit jusqu'au bureau, les 2 mains sur le volant, l'esprit clair et rapide, comme lorsque je produis un événement en direct, que 3 choses tournent mal simultanément et que je dois faire un tri en temps réel. Pas de panique. Juste de la méthode. Premièrement, protéger les finances. J'ai appelé notre expert comptable depuis le parking et je lui ai demandé de signaler chaque compte joint pour surveillance et d'entamer le processus de séparation de mes actifs professionnels de mes comptes personnels. Deuxièmement, les enfants. J'ai appelé ma mère à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et je lui ai demandé si Lucas et Chloé pouvaient passer le week-end à venir chez elle. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a dit bien sûr et m'a dit de penser à manger. Troisièmement, le prochain événement de Maxime Beaumont. Je l'avais vu sur LinkedIn 3 jours plus tôt. Une présentation en direct qu'il animait pour des partenaires de marquer des investisseurs potentiels. Une soirée sur l'innovation médiatique dans un espace privatisé au Cordelier.
70 invités. Traiteur. Beaucoup de présentations sur écran. Le genre d'événement où les réputations se construisent ou s'effondrent. J'avais des contacts dans le milieu de la production audiovisuelle lyonnaise que Maxime ne pourrait jamais espérer égaler. L'un d'eux, un régisseur général nommé Thomas, qui gérait la technique pour la moitié des événements d'entreprise de la ville, m'avait confirmé qu'il avait été embauché pour la soirée de Maxime. Thomas me devait 2 services depuis un festival que nous avions coproduit en 2021. Je lui en ai réclamé un. Je n'ai pas demandé à Thomas de faire quoi que ce soit de malhonnête. Je lui ai demandé de me donner accès au système de téléchargement des présentations de l'événement pendant 30 minutes, la veille de la soirée, en utilisant les identifiants administrateurs que la salle utilisait pour tous ses clients. Des identifiants que, comme par hasard, Maxime avait configurés avec sa propre date de naissance. Thomas me l'avait glissé avec le genre de mépris que seul un technicien professionnel peut éprouver face à un tel niveau de négligence. J'ai conçu ma propre version de la diapositive numéro 6 chez moi, sur la table de la cuisine, une fois les enfants couchés. Pas de contenu choquant. Pas de colère. Juste des emails horodatés, 2 photos tirées du dossier de René, et une capture d'écran nette de l'immatriculation de MB Consulting avec le nom de Damien Beaumont surligné. Factuel. Chirurgical. Indéniable. Je l'ai mise en ligne à 23h14 un jeudi soir, assis dans une maison silencieuse tandis que la lumière de la chambre de Lucas brillait faiblement sous sa porte. Puis je me suis préparé une tasse de café, je me suis rassis à table et j'ai attendu que le lendemain arrive. L'événement s'est tenu un vendredi soir. Je suis arrivé à 18h45, j'ai signé le registre sous un faux nom, j'ai accepté un badge et un verre d'eau pétillante d'un serveur qui passait, et j'ai trouvé une place près du mur du fond avec une vue dégagée sur l'écran de projection. La salle était exactement comme Maxime l'avait conçue. Tamisée, chaleureuse, à l'aspect luxueux. 80 personnes en costume sur mesure se racontant à quel point elles étaient intéressantes. Un quatuor à cordes jouait dans le coin, ce qui était soit sophistiqué, soit prétentieux, selon votre tolérance pour ce genre de choses. Maxime est monté sur scène à 19h15. Il était doué, je devais le lui accorder. Il avait l'aisance d'un homme qui avait répété ce discours dans sa tête 1 millier de fois et qui avait enfin l'occasion de le prononcer à voix haute. Diapositive 1, la vision. Diapositive 2, les opportunités du marché. Diapositive 3, le portefeuille. Diapositive 4, les prévisions de croissance. Diapositive 5, les témoignages de clients. Tous élogieux. Tous soigneusement sélectionnés. Puis la diapositive 6. La transition s'est produite au milieu d'une phrase. Maxime disait quelque chose sur les partenariats stratégiques quand l'écran derrière lui a changé. L'atmosphère de la pièce a basculé de la façon dont les pièces basculent quand la température chute soudainement. Pas dramatiquement, mais de façon perceptible. Quelques personnes se sont penchées en avant. Quelqu'un au 3e rang s'est tourné vers son voisin. Une femme près du bar s'est arrêtée au milieu d'une gorgée. J'ai regardé Maxime se retourner. Je l'ai regardé lire l'écran. J'ai regardé sa posture changer en temps réel. Ses épaules s'affaissant d'une fraction de millimètre. Sa mâchoire se figeant. L'assurance facile qui s'écoulait de lui comme de Léo par un joint brisé. Au premier rang, un homme aux cheveux argentés en costume sombre s'est levé sans un mot, a boutonné sa veste et s'est dirigé vers la sortie. J'avais fait mes recherches. C'était Gérard Beaumont, le père de Maxime. L'homme qui avait financé les 2 premières années du cabinet de conseil de son fils. Il n'a pas regardé Maxime en passant. Cette image, celle d'un père tournant le dos à son fils sans un regard en arrière, est celle que j'ai emportée avec moi alors que je me glissais par la porte latérale avant que la salle ne comprenne pleinement ce dont elle venait d'être témoin. Dehors, l'air nocturne était frais et pur. J'ai marché 2 rues jusqu'à l'endroit où j'étais garé, je suis monté et je suis resté assis un moment, les mains sur les genoux. Mon téléphone affichait 4 appels en absence de Camille. Je l'ai posé face contre le siège passager. Il restait encore énormément à faire. Les avocats, les dépôts de dossiers au tribunal, des conversations que je n'avais pas hâte d'avoir. Mais à cet instant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. J'étais solide. Comme un homme debout sur une terre qui lui appartient. J'ai démarré la voiture et je suis rentré à la maison pour retrouver mes enfants. Ma mère n'a pas posé de questions. C'était l'une des choses que j'avais toujours aimées chez elle. Elle a ouvert sa porte à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or un samedi matin,
a regardé mon visage pendant exactement 2 secondes, puis a regardé au-delà de moi Lucas et Chloé qui descendaient de la voiture. « Qui veut des crêpes en forme d'animaux » a-t-elle lancé par-dessus mon épaule. Chloé a monté les marches du perron en courant sans répondre, ce qui était une réponse suffisante. Lucas a suivi à son rythme habituel, les mains dans les poches de son sweat à capuche, mais j'ai surpris le petit rictus au coin de ses lèvres. J'ai rentré leur sac, j'ai embrassé ma mère sur la joue et je lui ai dit que je serais de retour dimanche soir. Elle m'a serré le bras une fois. Fortement. Brièvement. Et m'a laissé partir sans un mot. J'ai reconduit jusqu'en ville, les fenêtres baissées et la radio éteinte. L'appartement que j'avais loué 3 jours plus tôt était éteint et 3 meublés du côté de Villeurbanne. Le genre d'endroit qui sentait la moquette neuve et les décisions des autres. Pas un vrai foyer. Mais c'était à moi, et en ce moment, cette distinction importait plus que le confort. J'ai passé la matinée du samedi à mon bureau avec tous les documents financiers que j'avais rassemblés étalés sur la table devant moi. Les relevés de compte remontant à 18 mois. L'immatriculation de MB Consulting. Le dossier complet de René Valette. Une impression de chaque virement que Camille avait effectué et que j'avais pu retracer, totalisant 4 200 € répartis sur cette transaction. Assez petit pour passer inaperçu. Assez important pour compter. J'ai tout photographié, crypté les fichiers et envoyé des copies sur le serveur sécurisé de Maître Delorme. Puis je l'ai appelé. L'angle de la fraude, ai-je dit quand il a décroché. C'est solide ? Bernard est resté silencieux un moment. Assez solide pour être soulevé pendant la procédure. L'abus de biens sociaux via une société écran est une accusation grave. Que le procureur décide ou non de poursuivre, c'est son ressort, mais vos documents constituent un dossier très convaincant. Il a fait une pause. Comment tenez-vous le coup ? Très bien, ai-je dit. Que dois-je faire ensuite concernant la garde des enfants ? Il m'a de nouveau orienté vers sa consoeur, l'avocate aux affaires familiales nommée Maître Valérie Martin, avec qui j'avais déjà discuté une fois. C'est elle que j'ai appelée ensuite. Valérie était directe et calme, ce que j'ai apprécié. Elle m'a dit de commencer un journal détaillé de mon implication en tant que parent. Date, activité, personne présente. Et de le faire en remontant aussi loin que je pouvais m'en souvenir avec précision. Elle m'a aussi dit quelque chose qui a frappé plus fort que prévu. Si elle demande à restreindre votre accès aux enfants avant que vous ne lanciez la procédure, a prévenu Valérie, le chemin sera beaucoup plus long. Déposez la requête en premier. Lundi. J'ai déposé la requête le lundi. Ce dimanche-là, j'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère pour récupérer les enfants. Chloé a couru jusqu'à la voiture avec un dessin au crayon de couleur qu'elle avait fait pour le nouvel appartement. Une maison avec une cheminée de travers et 4 bonshommes allumettes devant, dont l'un semblait tenir un microphone. Elle m'a dit que c'était moi parce que je faisais des podcasts. Je les pliais soigneusement et les rangeais dans la boîte à gants. Lucas a attendu que Chloé soit à l'intérieur avant de parler. Il s'est appuyé contre la portière passager, les bras croisés, et m'a regardé d'un air neutre et inquisiteur qu'il avait parfois et qui me donnait l'impression de passer un entretien. « Papa » a-t-il dit, « est-ce que maman et toi vous divorcez ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il méritait au moins ça. « Je ne sais pas encore » ai-je dit. « Mais les choses changent et je veux que tu l'entendes de ma bouche, rien de tout ça n'est de ta faute, et rien ne changera entre toi et moi. » C'est compris. Il a soutenu mon regard pendant un long moment. Puis il a hoché la tête une fois, s'est détaché de la portière et est monté dans la voiture. Je suis resté là une seconde avant de monter à mon tour. 13 ans, et il se comportait déjà comme quelqu'un qui avait fait la paix avec les mauvaises nouvelles. Je ne savais pas si je devais en être fier ou en être affligé. J'ai choisi les deux. Les appels ont commencé un mardi. D'abord, un partenaire de marque avec qui je travaillais depuis 3 ans, une entreprise d'équipement de plein air de taille moyenne qui avait renouvelé 2 fois le parrainage de nos podcasts. Leur directrice marketing, une femme habituellement chaleureuse nommée Céline, a appelé pour dire qu'il suspendait les discussions sur le renouvellement. Elle semblait mal à l'aise. Quand je l'ai pressée gentiment, elle a admis que quelqu'un avait contacté leur équipe en exprimant des inquiétudes quant à ma stabilité professionnelle et mon comportement récent et erratique. Elle n'a pas voulu dire qui. Je l'ai remercié calmement, j'ai mis fin à l'appel et je me suis assis dans mon bureau, la porte fermée, pendant environ 4 minutes. Puis j'ai appelé René Valette. « J'ai de nouveaux besoins de vous » ai-je dit. Autre mission.
Je veux savoir qui Maxime Beaumont a contacté dans mon réseau professionnel au cours des 2 dernières semaines. René a dit qu'il verrait ce qu'il pourrait trouver par des voies légales, activités sur LinkedIn, contacts communs prêts à parler, toute tentative de communication documentée pouvant être tracée. Il a rappelé dans les 48 heures. Maxime avait contacté 4 personnes de mon cercle professionnel. Un animateur de podcast avec qui je coproduisais depuis des années, 2 partenaires de marque, et un régisseur de salle que j'utilisais régulièrement pour des événements en direct. Le message variait légèrement à chaque fois, mais gardait la même ligne directrice. Guillaume Laurent traversait des problèmes personnels qui affectaient son jugement, et il ferait bien de reconsidérer leurs futurs engagements. Il n'avait pas utilisé son propre nom à chaque fois. 2 des approches avaient été faites par l'intermédiaire d'un tiers, une sorte d'ami commun, pour que ça ressemble à une inquiétude sincère plutôt qu'à un sabotage délibéré. C'était sophistiqué, et ça m'a mis sincèrement en colère pour la première fois depuis le début de toute cette histoire. J'ai passé 2 jours à constituer un dossier pour diffamation. J'ai appelé personnellement chaque contact que Maxime avait approché. Je ne l'ai pas attaqué. J'ai simplement dit directement à chaque personne que j'étais au courant d'un effort coordonné pour nuire à ma réputation professionnelle, et que j'avais l'intention d'engager des poursuites. J'ai demandé à chacun d'eux s'il accepterait de documenter ce qu'on leur avait dit et qui le leur avait dit. 3 sur 4 ont dit oui immédiatement. Le 4e a dit qu'il avait besoin d'y réfléchir, ce qui était honnête et tout à fait correct. Maître Delorme m'a mis en contact avec un avocat plaidant nommé Maître Fabien Mercier, spécialisé dans les affaires de diffamation. Fabien a examiné le dossier un jeudi matin et m'a dit que nous avions des bases solides pour une action au civil. Il a envoyé à l'avocat de Maxime une mise en demeure formelle l'après-midi même. La réponse est revenue dans les 24 heures, un démenti formulé de manière voilée qui admettait essentiellement que la prise de contact avait eu lieu, tout en arguant qu'il s'agissait d'une opinion protégée plutôt que d'une diffamation passible de poursuite. Fabien a appelé ça l'équivalent juridique d'un homme pris la main dans le sac affirmant qu'il admirait juste la marchandise. Je l'ai autorisé à déposer plainte. Ce soir-là, j'ai récupéré Lucas et Chloé au collège et à l'école. Sur le chemin du retour, Chloé m'a raconté avec force détail une dispute qu'elle avait eue avec sa meilleure amie pour savoir quel animal gagnerait une course entre un guépard et une moto. Lucas regardait par la fenêtre et offrait occasionnellement un verdict d'un seul mot lorsqu'on le sollicitait, normal. Heureusement, obstinément normal. À la maison, j'ai aidé Chloé avec la lecture, j'ai revu l'exposé d'histoire de Lucas, et j'ai préparé des pâtes bolognaises pour le dîner. Après que les enfants se soient couchés, je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai passé 1 heure à revoir la documentation financière une dernière fois, cherchant quelque chose que j'aurais pu manquer. C'est là que je l'ai trouvé. Enfoui dans un relevé d'il y a 14 mois, un virement que j'avais initialement étiqueté comme une dépense du foyer, c'était un paiement de 1 800 € à une entité appelée Partenaire Luminary. J'ai cherché le nom. L'adresse d'immatriculation était la même boîte postale à Gerland que MB Consulting. Nom différent, même adresse, même frère. Maxime avait dirigé au moins 2 sociétés écrans puisant dans nos comptes. Le total, quand j'ai fait l'addition, dépassait les 6 000 €. Je l'ai fait suivre à Bernard sans un seul mot de commentaire. Les documents parlaient d'eux-mêmes. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable, éteint la lumière de la cuisine et je suis allé voir mes enfants avant d'aller me coucher. Le message est arrivé un jeudi soir pendant que je révisais des modifications de contrat à mon bureau. Pas un appel, un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas, mais le nom à la fin du message ne laissait aucun doute. Toi et moi. Samedi matin. Parc de la Tête d'Or, près des Serres, 9 h. Pas d'avocat, pas de caméra, pas de public. Juste une conversation entre 2 hommes. Viens seul ou ne viens pas du tout. Maxime. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé mon téléphone face contre le bureau et j'ai terminé le paragraphe sur lequel je travaillais avant de me permettre d'y réfléchir. La réaction rationnelle était évidente. L'ignorer, le transférer à Bernard, laisser les avocats l'ajouter au dossier. C'est ce que fait un homme prudent. C'est ce que fait un homme qui protège sa position légale. J'ai repensé à la façon dont Maxime m'avait regardé lors de cette soirée sur le rooftop, sa main sur le bar près de Camille, le commentaire sur le « mec des podcasts » adressé à la salle, les 4 contacts professionnels qu'il avait empoisonnés, les 6 000 € siphonnés de mon foyer via des sociétés écrans portant le nom de son frère. J'ai répondu un seul mot, d'accord. Le samedi matin, j'ai conduit jusqu'au parc de la Tête d'Or en jean et veste, je me suis garé du côté du boulevard des Belges, et j'ai fait le grand tour pour me donner le temps de réfléchir.
Le parc était calme à cette heure-là, quelques joggeurs, une femme promenant 2 chiens, un homme plus âgé lisant sur un banc. Lyon au début de l'automne, assez frais pour porter une veste, le genre de matinée qui semble pure et sans complication. Maxime était déjà près des serres quand je suis arrivé. Il se tenait debout, les mains dans les poches de son manteau, regardant au loin comme s'il prenait la pause. Il s'est retourné quand il a entendu mes pas sur l'allée. « Je ne pensais pas que tu viendrais », a-t-il dit. « Je suis là », ai-je répondu, et je me suis arrêté à environ 2 mètres. Il m'a étudié pendant un moment. Une part de l'arrogance désinvolte de la soirée sur le rooftop était toujours là, mais en dessous, quelque chose avait changé. L'assignation l'avait atteint. La mise en demeure l'avait atteint. Gérard Beaumont sortant de la présentation de son propre fils avait apparemment eu un impact sur la famille qui résonnait encore. « Je veux que ça s'arrête », a-t-il dit. Les poursuites, les requêtes, tout. Je l'ai regardé fixement. Alors tu aurais dû y penser avant de gérer une société écran à partir de mon compte bancaire. Sa mâchoire s'est serrée. C'était l'idée de Camille. Alors Camille en répondra séparément, ai-je dit. Et toi aussi. Il a fait un pas en avant. Sa voix a baissé et son semblant de civilité a disparu avec. Tu crois que t'es le premier mec à qui ça arrive? Tu crois que traîner ça devant les tribunaux te rend fort? Ça te fait passer pour un mec incapable de garder sa femme intéressée. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas haussé la voix. Je l'ai regardé comme je regarde un microphone quand l'enregistrement coupe au milieu d'une phrase, calme, dans l'analyse, pensant déjà 3 coups à l'avance. Tu es venu ici pour me déstabiliser, ai-je dit. Ce n'est pas une conversation. C'est la dernière tentative d'un homme à bout de ressources. Quelque chose a changé sur son visage à ce moment-là, un éclair brutal, et il a franchi la distance qui nous séparait à toute vitesse. Sa main s'est levée vers mon col. Je n'ai pas reculé. J'ai attrapé son poignet, j'ai pivoté la hanche contre lui, et nous sommes partis sur le côté contre la rambarde avec assez de force pour faire trembler toute la structure. Ça a duré peut-être 8 secondes. Un jogger qui remontait l'allée a crié quelque chose et s'est mis à courir vers nous. L'homme plus âgé sur le banc voisin était déjà sur ses pieds et se dirigeait vers nous. Maxime et moi nous sommes séparés. Non pas parce que l'un de nous avait fini, mais parce que 2 personnes se trouvaient soudainement entre nous, les bras écartés, la voix forte, demandant ce qui se passait. Maxime a réajusté sa veste. Une petite coupure au coin de sa lèvre commençait déjà à se voir. Il m'a regardé par-dessus les 2 personnes qui se tenaient entre nous avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Pas de l'amusement, pas du mépris, juste la reconnaissance glaciale d'un homme qui comprenait enfin qu'il avait mal calculé son coup. On en a fini ici, ai-je dit au jogger et à l'homme plus âgé. Merci. Je me suis retourné et j'ai redescendu l'allée par laquelle j'étais venu. Mon articulation était légèrement écorchée. J'ai appelé Bernard depuis la voiture. Je lui ai tout raconté, sans omission. Il a écouté sans m'interrompre. Le SMS constitue une preuve que c'est lui qui a initié le contact, a dit Bernard quand j'ai eu terminé. Documentez le contact physique par écrit aujourd'hui, prenez votre main en photo et envoyez-moi tout ça. Ne le recontactez sous aucun prétexte. C'est déjà prévu, ai-je dit. Il y a eu un court silence. Guillaume, vous allez bien? J'ai regardé par le pare-brise le parc, le jogger qui était intervenu et qui s'étirait maintenant contre un banc à 50 mètres de là, et cette matinée de samedi ordinaire qui continuait autour de moi comme si de rien n'était. Oui, ai-je dit. Je vais bien. Et je le pensais vraiment. L'audience pour la garde des enfants a été fixée à un mardi matin en octobre, 3 semaines après l'incide du parc de la Tête d'Or. À ce moment-là, la plainte en diffamation contre Maxime avait été déposée, les documents prouvant la fraude avaient été remis à Bernard pour être potentiellement transmis au procureur de la République, et maître Valérie Martin avait rassemblé ce qu'elle a décrit comme un dossier de parentalité exhaustif et percutant en ma faveur. Camille avait engagé son propre avocat spécialisé en droit de la famille, un certain maître Stéphane Corby, réputé pour ses manœuvres agressives avant les audiences. Fidèle à sa réputation, maître Corby a soumis une déclaration complémentaire 4 jours avant l'audience, affirmant que j'avais été instable et menaçant ces dernières semaines, et citant mon comportement comme motif pour limiter mon droit de garde. Valérie me l'a lu au téléphone sur un ton si délibérément neutre que je pouvais deviner qu'elle s'efforçait de contenir sa propre réaction. « Il va appeler un témoin à la barre », a-t-elle dit. Une femme nommée Diane Faure.
Elle est présentée comme une amie de Camille qui affirme vous avoir vu parler de manière agressive aux enfants lors de la sortie d'école en septembre. Je suis resté parfaitement immobile. Septembre. J'ai passé en revue chaque sortie d'école de septembre dans ma tête comme un monteur vidéo faisant défiler des images. Ça n'est jamais arrivé, ai-je dit. Je sais, a répondu Valérie. Alors, prouvons-le. Ce que Diane Faure n'avait apparemment pas pris en compte, c'est que le collège de Lucas avait récemment installé des caméras de sécurité extérieure couvrant la zone de dépose minute. Valérie a soumis une demande officielle pour obtenir les images via l'administration de l'établissement. La directrice, une femme méthodique nommée Madame Rousseau, a examiné la demande, confirmé que les images existaient et qu'elles étaient conservées pendant 90 jours, et les a fournies avec une efficacité discrète. Les images me montraient à la sortie de l'école à chaque date de septembre. Calme, présent. Chloé montant dans la voiture et se mettant immédiatement à parler. Lucas ajustant les bretelles de son sac à dos avant de monter exactement de la même manière à chaque fois. Pas de voix élevée, pas d'agressivité, rien qui ressemble de près ou de loin à ce que Diane Faure avait décrit. Valérie a également présenté 12 mois de relevé de présence aux événements scolaires, une déclaration écrite du professeur principal de Lucas me décrivant comme un parent constamment impliqué et d'un grand soutien, et le carnet de santé de Chloé montrant que je l'avais accompagné à 4 de ses 5 derniers rendez-vous pédiatriques. L'audience elle-même s'est tenue dans une salle silencieuse du tribunal judiciaire par un mardi matin gris. Camille était assise à la table d'en face dans un blazer anthracite, l'air composé. Nous ne nous sommes pas regardés quand je suis entré. Diane Faure a pris la parole et a décrit l'incident présumé avec la précision répétée de quelqu'un qui a été coaché. Le contre-interrogatoire de Valérie a été méthodique et sans précipitation. Elle a établi la date, l'heure, le lieu précis. Puis elle a demandé à Diane si elle savait que l'école avait installé des caméras extérieures couvrant la zone de dépose minute. Diane a cligné des yeux. Je n'en étais pas sûr. Valérie a soumis les images. La juge aux affaires familiales, JAF, une femme trapue nommée Francine Lemaire, les a regardées en entier sans la moindre expression. Puis elle a regardé Diane Faure pendant un long moment sans parler. Maître Corby a objecté à la diffusion des images pour des raisons de procédure. La juge Lemaire l'a rejetée d'un ton qui suggérait qu'elle trouvait l'objection non pertinente et légèrement agaçante. Lorsque Diane est retournée s'asseoir, elle n'a pas regardé Camille. Valérie a présenté le dossier parental complet. Maître Corby a tenté de recadrer plusieurs éléments comme étant la preuve d'une surcompensation suite à la rupture conjugale, ce que la juge Lemaire a pris en note avant de l'écarter d'une seule phrase. Un parent impliqué est un parent impliqué, maître, peu importe le moment où cela se produit par rapport à la procédure de divorce. Le visage de Corby n'a pas changé, mais quelque chose s'est éteint dans son regard. La décision concernant la garde provisoire est tombée 40 minutes après la fin de l'audience. Garde physique principale accordée à Guillaume Laurent en l'attente du jugement définitif. Droit de visite et d'hébergement classique pour Camille. L'interdiction formelle pour l'un ou l'autre des parents de modifier les modalités scolaires, médicales ou périscolaires des enfants sans accord mutuel ou décision de justice. Valérie m'a appelé avec le verdict pendant que j'étais assis dans ma voiture, dans le parking du tribunal. Je l'ai écouté lire la décision jusqu'au bout et je n'ai rien dit avant qu'elle n'ait terminé. Merci, Valérie, ai-je dit. Vous avez construit un dossier solide, a-t-elle répondu. C'est pour ça que nous avons gagné. Je suis resté dans le parking pendant quelques minutes après avoir raccroché. Pas pour célébrer, juste pour assimiler. Lucas et Chloé rentreraient à mon appartement ce soir-là. Ils mangeraient ce que j'aurais préparé pour le dîner, se disputeraient pour savoir qui aurait la télécommande, et finiraient par s'endormir dans les chambres que j'avais aménagées pour eux, avec les meubles spécifiques qu'ils avaient chacun choisis au magasin. C'était pour ça que je m'étais battu. Pas pour le verdict, pas pour la vengeance, juste pour ça. Cela a commencé par un appel de Lucas. C'était un vendredi soir, fin octobre, 3 jours avant ce qui était censé être le week-end de garde de Camille. J'étais en plein milieu d'une réunion de production avec 2 de mes monteurs quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de Lucas. Je me suis excusé immédiatement. Lucas ne m'appelait pas de chez sa mère. Il envoyait des SMS, toujours. J'ai décroché et j'ai entendu le bruit de la route. Papa. Sa voix était basse, contrôlée, de la manière dont il devenait quand il avait peur mais ne voulait pas le montrer. On est dans la voiture. Maman a mis plein de sacs dans le coffre. Elle a dit qu'on allait chez mamie à Marseille pour le week-end, mais elle ne te l'a pas dit, hein? Ce n'était pas une question.
J'ai gardé une voix calme. Où êtes-vous exactement, mon grand? Sur l'autoroute A7 Sud. On a passé le péage de Vienne il y a environ 5 minutes. Est-ce que Chloé est avec toi? Ouais, elle dort. D'accord. Tu as bien fait de m'appeler. Reste calme. Ne laisse pas ta mère savoir que tu m'as appelé, je m'occupe de tout. J'ai fait une pause. Lucas, je suis fier de toi. Je l'ai entendu souffler. D'accord, a-t-il dit doucement, et il a raccroché. J'étais au téléphone avec maître Valérie Martin avant même d'avoir atteint la porte de mon appartement. Valérie avait le numéro d'urgence du juge de permanence pour exactement ce genre de situation. Elle m'a rappelé en 11 minutes. 11 minutes que j'ai passé debout sur le parking de mon immeuble, mes clés à la main, mon esprit passant en revue toutes les options simultanément. J'ai une ordonnance d'urgence, a dit Valérie. La juge Lemaire l'a signée. Je l'envoie à la gendarmerie et au peloton motoroutier maintenant. Ils vont intercepter le véhicule. Les enfants sont dans la voiture, ai-je dit. Je sais. Les gendarmes ont reçu pour instruction de gérer ça avec calme. Ils vont la faire se ranger sur le bas-côté, confirmer que les enfants sont présents, et l'informer de l'ordonnance. Pas de drame si on peut l'éviter. Cela a pris 40 minutes. 40 minutes à rouler moi-même vers le sud sur la 7, non pas parce que j'avais besoin d'y être, mais parce que je ne pouvais pas rester assis sans rien faire. Valérie m'a appelé quand ça a été terminé. Camille avait été interceptée près du péage de Roussillon. Le gendarme avait été professionnel. Elle n'avait pas été arrêtée. L'ordonnance exigeait qu'elle ramène les enfants à Lyon et remette son passeport en attendant l'audience de garde définitive. Elle avait obéi sans faire d'éclandre, ce qui, selon Valérie, était intelligent sur le plan juridique, même si c'était personnellement humiliant. J'ai fait demi-tour à une aire de repos et je suis rentré. J'ai retrouvé Lucas et Chloé au cabinet de Valérie, où ils avaient été conduits par un officier de protection de l'enfance pendant que la situation de Camille était traitée. Chloé était réveillée à ce moment-là, assise sur un canapé en cuir en train de manger une barre de céréales que quelqu'un lui avait trouvée, l'air plus agacé qu'effrayé. Lucas se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, regardant le parking. Quand je suis entré, Chloé est descendue du canapé et s'est blottie contre moi sans un mot. J'ai passé mon bras autour d'elle et je l'ai serré fort. Lucas m'a regardé et a dit, j'ai su que quelque chose clochait quand elle a pris les bonnes valises. J'ai failli rire. 13 ans, et il analysait les bagages comme des pièces à conviction. Il allait être redoutable, un jour. Je les ai ramenés à la maison. J'ai préparé des croque-monsieur et de la soupe à la tomate, la demande spécifique de Chloé, et nous avons regardé la moitié d'un film d'animation avant qu'elle ne s'endorme sur le canapé, et que Lucas ne se retire dans sa chambre. Je me suis assis dans la cuisine après ça, avec une tasse de café, comprenant silencieusement que ce que Camille venait de faire avait modifié sa position juridique de manière irrévocable. Valérie l'a confirmé le lundi suivant. La réponse de la juge Lemaire à la tentative de soustraction d'enfants a été rapide et sans ambiguïté. Les droits de visite de Camille ont été réduits à des visites médiatisées, encadrées par des professionnels, en attendant le jugement final. Son avocat, Maître Corby, a déposé un recours que la juge Lemaire a rejeté en 4 phrases. Et en arrière-plan, avançant silencieusement dans les rouages du système judiciaire, le bureau du procureur de la République avait reçu le signalement de Bernard concernant la fraude aux sociétés écrans. Un enquêteur avait contacté Bernard la semaine précédente. Cette procédure prendrait des mois, mais elle était lancée, et elle irait jusqu'à son terme, que Camille soit à Lyon, à Marseille ou n'importe où ailleurs où elle penserait pouvoir fuir. Ce soir-là, je me suis assis à la table de la cuisine pendant que les 2 enfants faisaient leurs devoirs, et j'ai pensé à quel point j'étais passé près de les perdre. Pas de manière dramatique, pas dans une salle d'audience, mais de cette manière silencieuse et ordinaire qui se produit quand quelqu'un prend simplement la route et ne revient pas. Lucas avait empêché cela. Un garçon de 13 ans avec un téléphone et la présence d'épris de scène servir. Je me suis fait la note mentale de l'emmener quelque part qu'il aimerait vraiment. Son choix, pas de programme imposé. Il a choisi l'escalade en salle. Évidemment qu'il a choisi ça. 4 mois plus tard, Lyon était froide et grise, comme elle le devient en février, quand la ville n'arrive pas à se décider si elle veut être une ville du Sud ou une ville du Nord pendant l'hiver. L'affaire de fraude contre Camille et MB Consulting était passée au stade de l'enquête formelle. Les services du procureur avaient interrogé Bernard 2 fois et demandé des documents supplémentaires concernant nos comptes.
L'avocat de Camille lui avait conseillé de cesser de parler publiquement de tout ce qui touchait à l'affaire, ce qui signifiait que le flot de messages vocaux de plus en plus erratiques que je recevais s'était enfin tu. Maxime Beaumont avait réglé la plainte en diffamation à l'amiable. Maître Fabien Mercier avait négocié une somme que j'ai placée directement sur un compte épargne pour les études de Lucas et Chloé, sans l'annoncer à personne. Gérard Beaumont aurait, selon les rumeurs, totalement coupé les vivres au cabinet de conseil de son fils à la suite de l'effondrement lors de la présentation. Pour autant que je sache, Maxime tentait de reconstruire quelque chose de plus modeste et de plus discret dans une autre ville. Je lui souhaitais exactement toute la chance qu'il méritait. Le divorce a été prononcé en janvier. Le partage des biens a pris plus de temps que prévu, principalement parce que les avocats de Camille ont tenté à 3 reprises de faire requalifier une partie des revenus de mon entreprise comme des biens communs. Chacune de ces tentatives a échoué. Valérie a obtenu que les modalités de garde fixées lors de l'audience préliminaire deviennent définitives. Garde physique principale pour moi. Droit de visite pour Camille, en milieu médiatisé jusqu'à la conclusion des procédures pour fraude. L'entreprise a fait un excellent trimestre. 2 nouveaux clients pour les podcasts, un contrat de captation pour un festival de musique régionale que je courtisais depuis 18 mois, et une recommandation pour une conférence qui s'est transformée en contrat de conseil. Les partenaires de marque que Maxime avait empoisonnés étaient tous revenus. 3 d'entre eux avec des excuses que j'ai acceptées sans cérémonie. Le travail était bon. L'équipe était solide. La vie, sur le plan professionnel, n'avait pas seulement récupéré, elle avait avancé. Les enfants allaient bien. Lucas avait rejoint un club de robotique au collège et rentrait les jours de réunion avec de la peinture sur les mains et des avis bien tranchés sur la conception des circuits électroniques. Chloé avait décidé qu'elle voulait devenir biologiste marine ou chanteuse, et elle n'excluait aucune des 2 options. Elle avait aussi commencé à tenir un journal intime, le remplissant de dessins et d'observations sur le monde avec la sincérité spécifique des enfants de 9 ans qui sont très attentifs. Un samedi de la mi-février, je les ai emmenés tous les 2 au séquarium du Gros du Roi. C'était l'idée de Chloé. Elle le demandait depuis novembre, et j'avais enfin libéré le week-end. Nous sommes partis tôt, Chloé commentant le paysage défilant sur l'autoroute tout le trajet, tandis que Lucas lisait et levait occasionnellement les yeux pour corriger une erreur factuelle dans ce qu'elle disait. L'aquarium était tout ce qu'elle avait espéré. Elle s'est tenue devant le bassin des méduses pendant 12 minutes pleines sans dire un mot, ce qui était probablement la plus longue période de silence depuis sa naissance. Lucas est véritablement passionné pour l'enclos des loutres et a essayé d'expliquer le comportement territorial des loutres à Chloé avec l'intensité concentrée qu'il mettait dans tout ce qui lui tenait à cœur. Je suis resté en retrait et je les ai observés. Sur le chemin du retour, Chloé s'est endormie à l'arrière avant même que nous ayons quitté le littoral. Lucas est resté éveillé, regardant l'autoroute défiler dans la nuit. Au bout d'1 heure de route, il a dit, sans détourner le regard de la vitre, « Papa, je crois que les choses vont mieux, maintenant. » Je l'ai regardé dans le rétroviseur. « Ouais, » ai-je dit, « je crois aussi. » Il a hoché la tête et a continué à regarder par la fenêtre. J'ai conduit le reste du trajet en écoutant le bruit de la route et la respiration de ma fille à l'arrière, et j'ai pensé à ce qu'il faut pour reconstruire quelque chose après que ça a été détruit. Pas la mécanique juridique, pas la stratégie, juste le travail quotidien et sans glamour qui consiste à être là, à préparer le dîner, à aider pour les devoirs, à regarder des films d'animation qu'on a déjà vus, à être présent pour ces moments ordinaires qui n'ont rien de mémorable, si ce n'est qu'ils sont tout. J'avais passé 12 ans à construire un mariage qui s'est avéré être fondé sur les conditions de quelqu'un d'autre. Je ne referai plus cette erreur. Quoi qu'il arrive ensuite, et il y aura bien, ensuite, un jour, quand le moment sera venu, ce sera construit sur des fondations que j'aurai moi-même choisies et déblayées. Les lumières de Lyon sont apparues à l'horizon. J'ai pris la sortie que je connaissais par cœur et j'ai ramené mes enfants à la maison.